Bonjour mes amis, bonjour à tous, merci d'être présents. Je ne marche pas devant vous, je n'ouvre pas un chemin à suivre, j'ouvre un point de bascule, un point d'attention, un point à partir duquel chacun peut sentir depuis où il vit réellement. Quand on parle du 1er janvier 2026, il est important de faire une distinction claire. Ce que nous traversons ne correspond pas à une date ni à un événement extérieur. Le 1er janvier est une construction humaine, un repère du calendrier civil, un découpage symbolique du temps. Si l'on regarde ce 1er janvier 2026 d'un peu plus près, il y a un autre élément qui mérite d'être compris sans en faire bien sûr un symbole magique. On va regarder la structure même de la date. 1er janvier 2026, le 1-1-1, ou ce que certains appellent donc le triple 1, ne parle pas d'un événement, mais d'une qualité de position. Le 1, dans toutes les traditions symboliques, n'est pas un chiffre de puissance extérieure, c'est un chiffre d'origine. Il désigne un point de départ, un axe, un centre à partir duquel quelque chose peut s'ordonner, un déplacement intérieur, une modification du point depuis lequel nous regardons le monde, le temps et nous-mêmes. 3 fois 1 donc, ne signifie donc pas avoir plus de pouvoir ni plus d'énergie. Cela indique plutôt une insistance, un rappel répété du même principe, celui de l'alignement. L'alignement entre ce que je perçois, ce que je choisis et ce que je vis. Autrement dit, un appel à la cohérence. Pour moi, ce n'est donc pas une crise extérieure, c'est une crise de responsabilité intérieure. Et cette responsabilité n'a rien de moral, bien sûr, elle n'a rien à voir avec la culpabilité ou l'effort, elle parle simplement du point depuis lequel on vit. Le triple 1 ne parle pas de nouveautés spectaculaires, il parle d'un retour au point d'origine. C'est-à-dire qu'à l'endroit d'où une décision devient possible parce qu'elle n'est plus déléguée. Si l'on regarde maintenant ensemble, 1 plus 1 plus 1, on obtient le nombre 3. Or, le 3, dans de nombreuses traditions, n'est pas un nombre abstrait. Il est celui de la manifestation. Pas la manifestation au sens désir réalisé, mais la manifestation comme passage de l'attention à l'acte, de l'intérieur vers l'extérieur. Cela suggère que ce seuil ne parle pas d'une élévation hors du monde, mais d'une capacité nouvelle à faire descendre la conscience dans les choix concrets. Quand on parle du 1er janvier 2026, beaucoup entendent une date, un passage calendaire, un seuil temporel au sens habituel. Il y a un avant et il y a un après. Et c'est précisément là, que commence le malentendu. Parce que ce que nous appelons le temps n'est pas ce que nous croyons. Et tant que cette confusion demeure, nous cherchons des signes là où il n'y a finalement que des repères. Dans les traditions anciennes et dans ce que certaines approches nomment aujourd'hui les archives de conscience, le temps n'est pas conçu comme une ligne qui avance. Il n'est pas une succession d'instants qui s'empilent,
Il n'est pas un couloir que l'on traverse du passé vers le futur. Le temps y est compris comme une interface de perception, un mode d'organisation de l'expérience, un système de lecture de la réalité. Autrement dit, le temps n'est pas ce qui passe, c'est ce à partir de quoi nous lisons ce que nous vivons. Hors de cette lecture linéaire, le temps n'est ni figé, ni ordonné de façon chronologique. Il est simultané, expansif, fractal, élastique, navigable, reconfigurable. Cela signifie que ce que nous appelons le passé n'est pas derrière nous comme une archive morte. C'est une fréquence toujours active, disponible, réactivable. Ce que nous appelons futur n'est pas devant nous comme une destination à atteindre. C'est un champ de possibles, une gamme de configurations potentielles. Et ce que nous appelons le présent, eh bien, n'est pas un point figé entre les deux. C'est l'endroit précis où se pose notre attention. L'endroit depuis lequel nous regardons, interprétons et choisissons. Autrement dit, le présent n'est pas un moment. C'est une position intérieure. C'est depuis cette position que le temps se lit, donc différemment. Si je prends le temps de poser cela, c'est parce que sans cette compréhension, eh bien, la date du 1er janvier 2026 est forcément mal comprise. Elle est alors perçue comme un événement à attendre, un basculement extérieur, un changement qui viendrait de l'extérieur de nous. Or, ce n'est pas ce qui est en jeu ici. Le 1er janvier 2026 n'est pas un déclencheur. Ce n'est pas non plus un portail qui s'ouvre tout seul. Ce n'est pas non plus une porte cosmique qui s'activerait indépendamment de notre posture intérieure. C'est un repère symbolique inscrit dans une lecture du temps qui met en évidence un seuil de conscience. Un point où devient lisible quelque chose qui, jusqu'ici, eh bien, restait diffus. Dans cette lecture, le calendrier dit originel ne sert pas à prédire, il sert à situer. Nous serons, puisque voilà, le 20e jour du 6e mois. Il n'annonce pas un événement, il décrit une qualité de positionnement. Le 6 renvoie à l'expérience incarnée, le corps, la matière, la relation, la vie concrète, le quotidien, les choix ordinaires. Le 20, lui, marque un seuil, un point de retournement, un point où une posture devient visible parce qu'elle ne peut plus être différée. Ce n'est pas un appel à s'élever, ce n'est pas un appel à quitter la matière, c'est exactement l'inverse. C'est un appel à habiter pleinement l'incarnation. Ce seuil ne demande pas d'efforts supplémentaires. Il ne demande pas de compréhension de plus. Il demande une cohérence entre ce que l'on sait, ce que l'on ressent et ce que l'on choisit d'habiter.
C'est en cela que ce passage n'a rien de spectaculaire. Il est au contraire d'une simplicité presque dérangeante. Il ne parle pas d'éveil, ni d'élévation, ni de transformation future. Il parle de responsabilité vécue, de la capacité à ne plus déléguer à demain, à un système, à un guide, à un événement, ce qui révèle déjà de notre position présente. À cesser de vivre la conscience comme une idée, un idéal ou une projection future. Et à commencer à la vivre comme une posture concrète, ici, maintenant, dans les choix les plus simples. C'est pour cela que parler de 2026 n'a de sens que si l'on comprend ceci. Il n'y a pas de changement d'année au sens où l'on change de décor. Il y a un changement de point d'appui, un déplacement du regard, un déplacement de la responsabilité, un déplacement de l'endroit depuis lequel on agit. Ce que marque ce seuil, ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau monde, désolé, c'est la fin progressive d'un monde de fonctionnement fondé sur la délégation. Et c'est là que les choses deviennent très concrètes, parce que la délégation dont il est question ici n'est pas une idée abstraite. Elle ne concerne pas seulement les institutions, les systèmes ou les figures d'autorité visibles. Elle opère beaucoup plus près de nous. Elle s'exprime dans cette habitude profondément ancrée de remettre à plus tard notre propre positionnement. Dans cette tendance à attendre que quelque chose ou quelqu'un nous dise quand agir, comment agir, ou même si nous avons le droit d'agir. La délégation commence souvent là, dans des gestes très simples. Attendre d'être rassuré, validé, autorisé, confirmé. Attendre que les conditions soient réunies. Attendre que le cadre change. Attendre que ce soit le bon moment. Et tant que ce réflexe structure notre manière de vivre, nous restons suspendus à un dehors. Ce que ce seuil met en lumière, ce n'est donc pas une crise extérieure, mais une fatigue intérieure. La fatigue est bien de ne plus pouvoir se raconter que notre vie dépend d'autre chose que de notre position intime face à elle. Car ce mode de fonctionnement a été longtemps soutenable. Il correspondait à des époques où les structures portaient, orientaient, décidaient à notre place. Mais aujourd'hui, ce soutien extérieur se désagrège parce qu'il ne peut plus porter ce qu'on lui demande. Et cela se manifeste très concrètement dans les relations d'abord. Des liens qui tenaient sur des attentes implicites, sur des rôles tacites, sur des accords non dits, commencent à se fissurer. Il ne s'agit pas d'un manque d'amour, mais parce que ces accords-là reposaient sur une délégation silencieuse. L'un portait pour deux, décidait pour deux, compensait pour deux. Quand cette délégation devient visible, elle ne peut plus fonctionner comme avant.
Et dans le travail aussi, hein, beaucoup sentent ce qu'ils faisaient fonctionne encore en surface, mais ne fait plus sens intérieurement. La motivation s'érode, la fatigue augmente, les repères se brouillent. C'est pas un effondrement, c'est un désajustement entre une posture ancienne et une conscience qui a changé. Et ce phénomène ne concerne pas quelques individus sur le chemin de l'éveil. Il traverse largement les existences ordinaires, les choix les plus simples, les décisions du quotidien. Parce que ce qui se transforme ici n'est pas un modèle social précis. C'est le lieu à partir duquel nous nous autorisons à agir. C'est pour cela que parler de seuil est plus juste que de parler de rupture. Un seuil n'oblige pas à passer. Il rend simplement impossible de ne pas voir où l'on se tient. À partir de là, quelque chose devient clair. On ne peut plus déléguer sa position intérieure sans en ressentir immédiatement le coup. Ce coup peut prendre la forme d'une lassitude, d'un flou, d'une perte d'élan, ou au contraire, une agitation permanente, comme si quelque chose, cherchait à compenser un centre qui est absent. Dans tous les cas, le message est le même. Le point d'appui doit se déplacer. Non vers une autorité extérieure, non vers une promesse future, mais vers une présence plus assumée à ce que l'on fait ici et maintenant. Et c'est précisément donc à cet endroit que la notion de temps redevient centrale, car tant que l'on pense le temps comme une ligne qui avance toute seule, on attend que le bon moment arrive. Mais dès lors que l'on comprend le temps comme une interface, comme un espace de lecture et de positionnement, la question change complètement. Il ne s'agit plus de savoir quand cela commencera. Il s'agit de savoir depuis où l'on vit maintenant. C'est cette bascule-là que le repère du 1er janvier 2026 rend visible. Non pas comme une date qui agit, mais comme un point d'alignement où cette question devient incontournable. Et c'est pour cela donc que ce monde n'a pas besoin de sauveur, il n'a pas besoin de figure à suivre, ni de modèle à copier, ni et surtout de promesses à croire. Il a besoin d'être capable d'habiter leur position, d'assumer ce qu'ils savent, d'habiter ce qu'ils sentent, de répondre de ce qu'ils posent. Sans bruit, sans costume, sans délégation. C'est cela le véritable passage de 2026. Un déplacement de responsabilité. Un glissement de la délégation vers la souveraineté. De l'attente vers l'origine. Non pas pour faire plus, pour mettre fin à une manière ancienne de se relier à la vie, pour être enfin là, sans justification. Et si une seule phrase devait rester, ce serait celle-ci. Ce qui commence maintenant ne commence pas dans le temps, mais
dans l'endroit depuis lequel vous tenez face à la vie. Parce que ce n'est plus une quête, c'est une position. Car ce seuil ne s'ouvre pas dans le ciel. Il s'ouvre dans la manière dont chacun accepte ou non d'être présent à sa propre vie. Ce n'est ni une promesse, ni une menace, c'est un seuil. Et chacun choisit en silence s'il le traverse ou non. Je ne vous souhaite pas, non pas un changement, mais une justesse. Que votre manière d'être au monde devienne assez claire pour que vous n'ayez plus besoin de déléguer ce qui vous appartient, parce qu'il n'y a pas de sauveur extérieur. Que ce temps qui s'ouvre vous aide à tenir votre place, simplement, humainement, divinement, pleinement. On se retrouve très vite pour la suite des mystères de l'âme. N'oubliez pas, hein. Je vous souhaite un magnifique seuil. À très vite. Au revoir.